Nous sommes aujourd'hui au Musée d'Art moderne de Paris pour parler de Marie Laurencin, qui est une artiste particulièrement intéressante quand on s'intéresse à la place des femmes dans l'art. Marie Laurencin a eu une carrière absolument extraordinaire. Sa grande période de gloire, c'est l'entre-deux-guerres, les années folles. Elle partageait à cette période-là le même galeriste que Matisse et Picasso, Paul Rosenberg. Sa reconnaissance dépassait en fait même le milieu de l'art, puisque en 1930, le magazine Vue la consacrait parmi les 3 femmes les plus célèbres de France, aux côtés de Colette et de la comtesse Anna de Noailles. Elle a connu un succès aussi incroyable parce que son art était considéré comme une incarnation parfaite de ce que devait être un art féminin. Mais malgré cette renommée de son vivant, j'ai été très étonnée en faisant ma petite enquête sur Marie Laurencin pour cette vidéo de découvrir qu'il y avait très peu de travaux de recherche sur elle, beaucoup moins que certaines de ses contemporaines comme Suzanne Valadon ou Tamara de Lempicka, et ce, y compris du côté des chercheuses en histoire de l'art qui ont fait de la place des femmes le sujet central de leur recherche. Et cet oubli relatif du travail de Marie Laurencin, il tient très probablement en grande partie à la vision de la femme qu'a véhiculée Marie Laurencin dans son œuvre. Et cette vision de la femme, elle est très importante dans l'œuvre de Marie Laurencin, puisque l'artiste l'a répété à longueur d'interviews tout au long de sa vie. Elle cherchait à travers l'art à représenter un monde féminin. Elle n'a représenté quasiment que des femmes et elle choisissait ses couleurs, ses formes, ses thèmes pour représenter donc cet idéal de la féminité. Donc les femmes de Marie Laurencin, elles sont douces, elles sont délicates. L'absence d'émotion sur leur visage indique une forme de retenue, loin de tout éclat. Elles vivent dans un monde onirique qui ne semble jamais tout à fait matériel, constamment flottant. Elles sont proches de la nature, de toute chose qui relève en fait du monde sensible, donc du monde sensible par opposition au monde rationnel. Donc la nature qui les entoure est toutefois totalement idéalisée, docile, comme les animaux et les fleurs qui flottent autour d'elles. Elles sont toujours jeunes, toujours blanches, toujours très minces. On voit aujourd'hui que cette vision de ce qu'est une femme, de ce qu'est l'essence d'une femme selon Marie Laurencin, cette vision est extrêmement réductrice et donc extrêmement aussi problématique, puisque d'abord elle exclut un nombre incalculable de personnes qui se considèrent comme des femmes mais qui ne correspondent absolument pas à cette définition donc, de ce qui fait l'essence d'une femme. Et puis par ailleurs, cette essentialisation, elle se fait toujours par opposition à l'homme. La femme est toujours l'opposé de l'homme, donc souvent son complémentaire, mais toujours son opposé. Elle est douce parce que l'homme est fort, elle appartient au monde sensible, tandis que l'homme appartient au monde rationnel. Elle est toujours définie par rapport à l'homme, elle est l'autre de l'homme, comme le disait Beauvoir. Et cette différence essentielle, ça justifie aussi la différence de traitement à l'égard des femmes. Et Marie Laurencin, d'après ses écrits, d'après ses interviews, elle semblait véritablement croire profondément en cette différence essentielle entre les hommes et les femmes, et elle le rappelle constamment dans ses interviews. Pourtant, elle menait une existence qui ne correspondait pas au code de la féminité traditionnelle. Déjà, elle pratiquait la peinture, qui était considérée comme un art majeur. Elle était en fait au centre de l'avant-garde dans les années avant la Première Guerre mondiale. Elle a exposé avec les peintres fauvistes, puis après avec les peintres cubistes, mais elle dénigre elle-même son travail et sa personne. Elle se positionne toujours en dessous des hommes, de ces hommes donc de la bande à Picasso. Par exemple, dans ses mémoires intitulés Carnet de nuit, publiés en 1942, elle écrit « Le peu que j'ai appris m'a été enseigné par ceux que j'appelle les grands peintres, mes contemporains, Matisse, Derain, Picasso, Braque. Je ne suis jamais devenue une peintre cubiste comme eux parce que je n'ai pas pu, je n'en étais pas capable, mais leur expérimentation me fascinait. » C'est assez difficile de comprendre pourquoi elle se rabaisse ainsi, pourquoi elle valide d'après le récit qu'elle fait de ces années glorieuses de l'avant-garde, cette idée de la femme comme périphérique, de la femme comme inférieure aux grands artistes, pourquoi elle valide aussi à travers son œuvre cet idéal de la femme passive, de la femme décorative, de la femme qui appartient au monde sensible, tandis que à l'homme appartient le monde du rationnel. Certaines chercheuses féministes ont cherché à répondre
répondre à cette question. Elisabeth Otto, par exemple, qui a écrit sa thèse sur le cubisme genré de Marie Laurencin, a développé l'idée qu'il y avait en fait des avantages certains pour les artistes femmes qui évoluaient dans ces milieux d'avant-garde, qu'il y avait des avantages certains à construire leur art comme un art féminin et donc un art qui était intrinsèquement différent de l'art masculin. En fait, ça leur évitait d'être comparés aux hommes, ça évitait qu'on les positionne dans des positions de suiveuses de ces grands artistes. Elles étaient absolument certaines qu'on allait leur reconnaître leur originalité, qui était donc d'être féminines. Elles trouvaient donc le moyen d'exister, qu'on leur reconnaisse leur originalité, sans pour autant remettre en cause le système, sans être une menace pour les hommes. Et donc elles trouvaient ainsi une façon d'exister dans le milieu de l'art, même si ça voulait dire que leur place se situait en dessous de celle des hommes artistes. Et c'est pas la première fois en fait dans cette série exceptionnelle qu'on parle d'une artiste qui pensait réellement que les femmes étaient prédestinées à créer une certaine forme d'art, qui le revendiquait. On a déjà consacré tout un épisode à Louise Abéma. Alors est-ce que Louise Abéma et Marie Laurencin avaient mis en place cette stratégie donc de différenciation des hommes artistes de façon consciente, ou bien est-ce qu'ils avaient réellement internalisé et accepté cette idée qu'il existait une différence essentielle entre les hommes et les femmes et la supériorité des hommes? En tout cas, toutes les deux, donc Marie Laurencin comme Louise Abéma, ont pu mener une vie totalement en dehors des codes de la féminité bourgeoise qu'elles défendaient pourtant, tout en préservant une image, une réputation et en trouvant le moyen de vivre de leur art. Marie Laurencin a donc trouvé un moyen d'exister, de mener une carrière glorieuse dans le monde de l'art, alors qu'elle venait d'un milieu qui ne la prédestinait absolument pas à cette carrière. Elle est née en 1883 à Paris. Sa mère était brodeuse. Son père ne l'a jamais reconnue, même s'il subvenait à une partie de ses besoins en secret. Et à cette période-là, donc même si les écoles d'art venaient tout juste d'ouvrir aux femmes quand elle est arrivée à l'âge où elle devait choisir un métier, elle n'a pas du tout envisagé, même si elle dessinait constamment, de se lancer dans une carrière artistique, puisqu'elle venait d'un milieu où elle devait être certaine qu'elle allait pouvoir subvenir à ses propres moyens, gagner elle-même de l'argent, et la voie artistique était une voie bien trop incertaine pour elle. En revanche, si au tout début du XXe siècle, les écoles d'art venaient d'ouvrir aux femmes, les écoles d'art décoratif, elles étaient ouvertes depuis bien plus longtemps, depuis le début du XIXe siècle au moins, et on les poussait même dans cette direction. L'idée, c'était que les femmes n'étaient pas aptes au grand art, qu'elles n'avaient pas de génie, mais qu'elles avaient du goût, qu'elles étaient naturellement patientes et assez méticuleuses pour, par exemple, peindre la porcelaine plutôt donc en tant qu'ouvrière anonyme qu'en tant que créatrice reconnue. Et c'est la voie que Marie Laurencin a choisi de suivre, donc la peinture sur porcelaine, en s'inscrivant à l'école de Sèvres en 1901. Et puis, elle découvre en 1902, alors qu'elle est toujours à l'école de Sèvres, qu'il existe des cours gratuits à l'Académie Imbert, qui était une école d'art. Et elle va donc suivre des cours de peinture. Les premières peintures qu'on connaît d'elle datent de cette période-là. Il y a par exemple au Musée d'Art moderne un rare autoportrait d'elle de cette période-là. Donc elle n'a pas encore trouvé son style caractéristique, mais on reconnaît déjà ce petit sourire mystérieux et les grands yeux noirs de cette femme totalement myope et qui se considérait très laide. C'est à l'Académie Imbert qu'elle va se lier d'amitié avec un jeune artiste qui s'appelle Georges Braque. Georges Braque va la présenter à son grand ami Picasso, et c'est ainsi de fil en aiguille que Marie Laurencin intègre donc cette bande de jeunes artistes révolutionnaires, la bande à Picasso, la bande du bateau Lavoir. Et puis un jour, Picasso la présente au poète Guillaume Apollinaire. Donc il dit à son ami donc à Apollinaire: j'ai une fiancée pour toi. Et Laurencin et Apollinaire vont effectivement vivre en couple de 1907 à 1913. Et il faudrait être de mauvaise foi pour nier l'importance que le poète et critique d'art a eue dans la reconnaissance de Marie Laurencin. Apollinaire a, de façon générale, beaucoup fait pour la reconnaissance du petit club d'artistes dont il faisait partie. Et donc, Marie Laurencin a bénéficié, comme Braque, comme Picasso et quelques autres, de sa grande proximité avec lui. Il lui a dédié énormément d'articles, toujours élogieux,
Et dans son livre de 1913, Les peintres cubistes, elle est la seule femme à figurer parmi les 10 artistes à qui il a dédié une analyse. Et alors, qu'est-ce qui plaisait autant à Apollinaire dans l'art de Marie Laurencin? Eh bien, spécifiquement, le fait que ce soit de la peinture féminine. Il le dit dans Les peintres cubistes. Mademoiselle Marie Laurencin a su exprimer dans l'art majeur de la peinture une esthétique entièrement féminine. Apollinaire croyait en l'existence d'un art purement féminin, un art qui se définirait donc par la grâce, par le goût, par la délicatesse. Il croyait que c'était un genre en soi, donc l'art féminin, que c'était un genre en soi qui avait ses propres codes de valeur et dont la valeur se définissait donc de façon totalement différente, qu'il fallait juger de façon totalement différente, selon des codes totalement différents que l'art qui était produit par des hommes. Apollinaire fait de Marie Laurencin la chef de file de l'art féminin et il la classe au-dessus des nombreux autres artistes qui émergent dans ce début du XXe siècle. Il le dit, sans avoir aucun des défauts virils, Mademoiselle Laurencin est douée du plus grand nombre possible de qualités féminines. Car n'est-ce pas la plus grande erreur de la plupart des femmes artistes? Elles veulent surpasser l'homme et perdent dans cet effort leur goût et leur grâce. Chez Mademoiselle Laurencin, rien de semblable. Elle a conscience des différences profondes qui existent entre l'homme et la femme, différences d'origine, différences d'idéal. La personnalité de Mademoiselle Laurencin vibre dans l'allégresse, la pureté est son domaine, elle y évolue librement. La plupart des critiques de Marie Laurencin vont en fait suivre ce chemin tracé par Apollinaire. Donc, qu'est-ce qui est apprécié dans l'art de Marie Laurencin concrètement? Eh bien, on aime les couleurs pastel de Marie Laurencin, qui est donc une technique qui est considérée que depuis la fin du XVIIIe siècle comme typiquement féminine. Donc, on aime ces couleurs pastel. On aime les lignes serpentines, donc ces lignes en forme de S. Apollinaire écrit d'ailleurs tout un article qui rapproche Marie Laurencin de Loie Fuller, qui était inventeuse d'une danse qui est donc la danse serpentine. Et puis ce qui est très apprécié aussi, c'est évidemment cette atmosphère éthérée, cet univers où évoluent des femmes à la silhouette de nymphes, toujours jeunes. Alors pour ma part, même si je ne suis pas extrêmement attirée, je dois le dire, par l'esthétique développée par Marie Laurencin, je ne vois vraiment pas son œuvre comme uniquement une représentation de cet idéal féminin aujourd'hui dépassé. J'ai toujours trouvé ces personnages plutôt inquiétants, avec leurs visages qui ressemblent à des masques, leurs grands yeux vides en amande et leurs airs en fait de marionnettes. Et plutôt que d'un rêve, ces peintures me semblent parfois tirées d'un cauchemar. Et j'ai en fait trouvé un écho à ma propre interprétation dans l'analyse de l'historienne de l'art Diane Radicchi, qui propose un regard nouveau sur l'œuvre de Marie Laurencin. Selon elle, en fait, Marie Laurencin a représenté l'effacement des femmes dans la société. C'est le sujet de l'œuvre de Marie Laurencin pour Diane Radicchi. Elle le dit, les femmes de Marie Laurencin sont blessées, anxieuses, émaciées, et elle porte notre attention sur des œuvres qui sont moins connues de l'artiste, comme par exemple Le Chapeau Noir, qui représente une femme qui s'efface effectivement, mais dont l'œil au beurre noir apparaît clairement. Et puis, il y a un aspect qui est souvent occulté dans l'œuvre de Marie Laurencin, mais qui n'a pas échappé à certaines de ses collectionneuses, la dimension lesbienne de l'œuvre de Marie Laurencin. La toute première collectionneuse de Marie Laurencin, c'était Gertrude Stein. Ensuite, pendant l'entre-deux-guerres, elle a été collectionnée entre autres par Nathalie Barnet. Ces deux femmes, Gertrude Stein et Nathalie Barnet, c'était des figures centrales de la vie intellectuelle et artistique parisienne dans l'entre-deux-guerres. C'était des figures centrales du monde lesbien des années folles à Paris. Et c'est clairement cet aspect de l'œuvre de Marie Laurencin qui les a attirées, qui en ont fait ses premières collectionneuses. Et en effet, Marie Laurencin était lesbienne, elle a toujours eu des relations avec des femmes et après son aventure avec Apollinaire, puis après un mariage désastreux avec un artiste allemand alcoolique qui lui a en plus valu d'être déchu de sa nationalité pendant la Première Guerre mondiale puisqu'elle était donc mariée avec un Allemand, après ces aventures désastreuses avec des hommes, elle a définitivement renoncé à la jante masculine. Le monde qu'elle crée dans ses peintures, c'est un monde où les hommes n'existent pas. Elle représente des femmes fictives qui ne vivent qu'entre elles et elle choisit des mythes qui représentent des communautés de femmes indépendantes, comme par exemple la cour de la déesse Diane ou les Amazones, mais elle a également représenté de façon plus directe l'amour lesbien,
comme dans ce portrait où elle se peint à côté de sa compagne, la styliste Nicole Groult. L'œuvre de Marie Laurencin est donc bien plus complexe, bien plus ambiguë qu'elle n'y paraît. Je suis curieuse de savoir quelle vision vous en avez, comment vous l'interprétez, si il y a quelque chose qui vous touche chez Marie Laurencin ou si vous restez totalement insensible à ce certain idéal de la féminité. N'hésitez pas évidemment à commenter la vidéo, à la partager. Comme d'habitude, toutes les sources de la vidéo sont en description. Ce petit portrait est terminé. Et on se retrouve dans un mois pour un nouveau portrait d'artiste femme de cette série exceptionnelle.